Janvier 1940. Nord-est de la France. À l'aube, le froid s'accroche encore au sol, figé dans les sillons gelés des champs labourés. Une brume basse dérive lentement, avalant les haies, les fermes isolées, les routes étroites qui serpentent entre les villages. Le silence est presque total, seulement troublé par un grondement lointain, sourd, régulier. Des moteurs, des chenilles, une avancée mécanique confiante. Dans cette lumière pâle de petit matin, une colonne de Panzer progresse sans urgence. Les silhouettes anguleuses se découpent à peine à travers le brouillard. Les équipages sont calmes. Rien, dans ce paysage immobile, ne semble capable de les arrêter. Les cartes ont été étudiées. L'ennemi est jugé lent, mal préparé, dépassé. Puis, sans avertissement, un claquement sec déchire l'air. Un son brutal, métallique, différent de l'artillerie lourde. Un impact net, précis. Un char de tête s'immobilise brusquement. La tourelle se fige. Une fumée sombre s'échappe d'un flanc éventré. Les véhicules derrière ralentissent, hésitent. Un deuxième tir suit, puis un troisième. Toujours le même son. Court, tranchant, implacable. Dans la brume, une arme que l'on disait dérisoire vient de faire mentir toutes les certitudes. Au moment où ce premier Panzer s'arrête dans la brume glaciale, l'Europe est déjà suspendue à une illusion de certitude. Depuis septembre 1939, la guerre a officiellement repris ses droits sur le continent, mais à l'ouest, elle semble figée. Les états-majors parlent de « drôle de guerre ». Les armées se font face sans s'affronter réellement. Les soldats attendent. Les doctrines, elles, restent prisonnières de souvenirs anciens. En France, le traumatisme de 1914-1918 a laissé une marque profonde. La priorité n'est plus la manœuvre rapide, mais la protection, la solidité, la maîtrise du terrain. La ligne Maginot incarne cette philosophie. Tenir, absorber le choc, user l'ennemi. Dans cette logique défensive, l'arme anti-char occupe une place centrale, mais discrète. Elle n'a rien de spectaculaire. Pas de tourelle, pas de blindage épais, pas de mobilité autonome. Juste un tube d'acier, des servants entraînés et une mission claire, arrêter l'acier par l'acier. Dès les années 1930, l'armée française développe plusieurs pièces dédiées à cette tâche, dont le canon de 25 mm Hotchkiss. Puis, plus tard, un modèle jugé excessif pour certains, le canon anti-char de 47 mm SA modèle 1937. Sur le papier, ce canon paraît presque disproportionné. Lourd pour une arme anti-char, lent à déplacer, difficile à camoufler s'il est mal positionné. Dans une armée qui mise encore largement sur l'infanterie à pied, certains officiers le considèrent comme peu pratique, voire inadapté à une guerre moderne. Pourtant, ses caractéristiques techniques sont sans équivoque. À courte et moyenne distance, il est capable de perforer n'importe quel blindage allemand en service en 1940. Même les Panzer III et Panzer IV, fer de lance de la doctrine blindée allemande, ne lui résistent pas. De l'autre côté du Rhin, la perception est tout autre. L'armée allemande s'est construite autour d'une idée simple et radicale, la guerre de mouvement. La Blitzkrieg n'est pas seulement une tactique, c'est une croyance. La vitesse doit désorganiser l'ennemi avant même qu'il comprenne ce qui lui arrive. Les blindés percent, l'infanterie suit, l'aviation écrase les points de résistance. Dans cette vision, les armes statiques sont vouées à l'échec. Elles seront contournées, neutralisées, réduites au silence par la manœuvre. Les rapports de renseignement allemands de la fin des années 1930 reflètent cette confiance. Les canons anti-chars français sont jugés inférieurs, peu nombreux, mal employés. Les analystes s'attardent davantage sur la quantité de chars que sur la qualité des pièces capables de les détruire. La supériorité est pensée comme mécanique et doctrinale, rarement comme humaine ou situationnelle. Lorsque la campagne de France débute réellement en mai 1940, cette certitude accompagne chaque colonne blindée. Les équipages allemands ont été formés à avancer, à percer, à ne jamais s'arrêter. Le danger est attendu sous la forme de contre-attaques blindées. Pas d'armes isolées dissimulées dans les haies, les lisières de bois ou les villages silencieux. Pourtant, dans ces mêmes paysages, des unités françaises ont passé des mois à préparer le terrain, à creuser des emplacements, à régler leurs pièces, à mémoriser des distances. Le canon de 47 mm, souvent moqué pour sa lourdeur, devient alors une arme de patience. Il n'est pas conçu pour tirer le premier coup au hasard, mais pour attendre le bon moment. Le flanc, la courte distance, l'instant où le blindage cesse d'être une protection et devient une illusion. Ce décalage entre doctrine et réalité, entre réputation et capacité réelle, ne tardera pas à se manifester. Car si la guerre moderne appartient aux colonnes rapides, elle appartient aussi à ceux qui savent attendre, immobiles, le doigt sur la détente.
Et lorsque ces deux mondes entrent en collision, ce ne sont pas toujours les plus rapides qui survivent. Lorsque les premières unités allemandes franchissent les frontières françaises au printemps 1940, elles n'entrent pas dans l'inconnu. Elles avancent avec une assurance forgée par des mois de planification, par l'expérience acquise en Pologne et par une doctrine qui a déjà prouvé son efficacité. Les divisions blindées ne sont plus de simples formations expérimentales. Elles sont devenues l'instrument principal de la victoire allemande. Au cœur de cette confiance se trouvent les Panzers. Le Panzerkampfwagen II, encore largement présent, est léger et rapide. Le Panzer III, conçu pour affronter d'autres chars, représente l'avenir de l'arme blindée allemande. Le Panzer IV, initialement pensé comme char d'appui, apporte une puissance de feu supplémentaire. Aucun de ces véhicules, en 1940, ne possède un blindage conçu pour résister à des canons antichars lourds à courte distance. Mais cette faiblesse est compensée, selon la doctrine allemande, par la vitesse, la coordination radio et l'initiative tactique laissée aux commandants sur le terrain. Erwin Rommel incarne parfaitement cet état d'esprit. Officier énergique, audacieux, déjà réputé pour son leadership durant la Première Guerre mondiale, il s'impose comme l'un des chefs les plus agressifs de la nouvelle génération. À la tête de la 7e Panzerdivision en 1940, il pousse constamment ses unités en avant, parfois au-delà des ordres reçus. Cette audace lui vaut des succès rapides, mais elle repose aussi sur une hypothèse fondamentale. L'ennemi sera désorganisé, incapable de mettre en place une résistance cohérente face à une avance rapide. Dans ce cadre, l'arme antichar française est largement sous-estimée. Les analyses allemandes se concentrent sur le canon de 25 mm, répandu mais jugé insuffisant contre les blindés modernes. Le canon de 47 mm SA-37, plus rare, plus récent et moins connu, échappe en grande partie à l'attention. Lorsqu'il est mentionné, c'est souvent comme une pièce lourde, difficile à déplacer, donc vulnérable à la manœuvre et à l'aviation. La réalité du terrain va rapidement fissurer cette vision. À plusieurs reprises, des colonnes allemandes sont stoppées net par des tirs précis venus de positions invisibles. Des rapports de combat évoquent des pertes soudaines, concentrées sur quelques minutes, sans que l'origine exacte du feu ne soit immédiatement identifiée. Dans certains secteurs, des panzers sont détruits avant même d'avoir pu riposter efficacement. Les équipages découvrent que leur blindage, réputé suffisant, est perforé à des distances qu'ils pensaient sûres. Ces incidents, pris isolément, ne remettent pas en cause la dynamique globale de l'offensive. Mais ils marquent les esprits. Les commandants de terrain commencent à signaler l'existence de canons antichars français capables de détruire leurs chars frontalement. Des consignes sont émises. Avancer avec plus de prudence, utiliser l'infanterie pour reconnaître les lisières, éviter certaines routes étroites bordées de haies ou de bâtiments en pierre. Dans les carnets et rapports allemands, le ton change subtilement. L'arme française n'est plus décrite comme obsolète, mais comme dangereuse lorsqu'elle est bien employée. Le canon de 47 mm apparaît alors comme une anomalie dans le récit de l'effondrement français. Une arme techniquement supérieure à beaucoup de ses équivalents étrangers, mais engagée dans une guerre pour laquelle la France n'a pas su coordonner toutes ses forces. Ce contraste est frappant. Une industrie capable de produire l'un des meilleurs canons antichars du moment. Des servants souvent bien entraînés, disciplinés, précis. Et pourtant, une armée globalement dépassée dans la conduite de la guerre de mouvement. Le canon, isolé, devient alors un symbole de résistance ponctuelle, efficace, mais incapable à lui seul d'inverser le cours de la campagne. C'est dans cette tension permanente entre excellence locale et échec stratégique que s'inscrit l'expérience allemande face à cette arme jugée dérisoire. Car pour les équipages de chars, il ne s'agit plus de statistiques ou de doctrine, mais d'une réalité brutale. À tout instant, un tir invisible peut transformer la confiance en peur. Et cette peur va bientôt prendre plusieurs formes, selon les angles sous lesquels cette arme sera perçue et vécue. Pour comprendre pleinement l'impact de ce canon sur le champ de bataille, il faut désormais quitter la vision globale des états-majors et se rapprocher du sol, là où la guerre devient immédiate, humaine et irréversible. Du point de vue des servants français, le canon de 47 mm n'est pas un symbole, mais un outil exigeant. Chaque pièce nécessite une équipe entraînée, capable de manœuvrer un matériel lourd sous pression. Le déploiement est lent. La mise en batterie demande de la précision. Le camouflage est vital. Les hommes savent qu'une fois révélée, la position devient une cible prioritaire pour l'artillerie ou l'aviation ennemie. Il n'y a pas de seconde chance. Le premier tir doit compter. Les règlements insistent sur la discipline du feu, sur l'attente du moment optimal, souvent à moins de 500 mètres. Cette attente, parfois longue, parfois angoissante, forge une relation presque intime entre les servants et leurs pièces. Le canon devient une extension de leur volonté de tenir, même lorsque tout autour semble céder.
D'un point de vue tactique, l'emploi du 47 mm révèle une approche défensive intelligente, bien que souvent fragmentée. Placé en embuscade, couvrant des axes obligés, des carrefours, des sorties de villages, il exploite la géographie française, routes étroites et boisements. Là où la vitesse allemande se heurte à la contrainte du terrain, le canon trouve son efficacité maximale. Les obus perforants, à la balistique tendue, frappent avec une violence nette. Les rapports français mentionnent des destructions franches, des chars immobilisés dès le premier impact. Cette efficacité surprend l'ennemi, mais elle reste dépendante d'un facteur fragile, la coordination. Sans soutien mobile, sans repli organisé, chaque succès tactique isole davantage la position. Sur le plan technologique, le contraste est saisissant. Le canon de 47 mm SA-37 est une pièce moderne, bien conçue, dotée d'un excellent pouvoir de pénétration. À 500 mètres, il perce aisément les blindages des Panzers en service. Sa précision est reconnue, sa fiabilité également. Pourtant, il arrive trop tard et en trop petit nombre pour peser stratégiquement. L'industrie française, ralentie par des choix politiques et industriels antérieurs, n'a pas pu en équiper massivement les unités. Ainsi, une supériorité technique locale se trouve diluée dans un ensemble opérationnel mal synchronisé. Face à ces tirs inattendus, l'angle ennemi révèle une transformation psychologique immédiate. Les équipages allemands, habitués à voir les obus ennemis ricocher ou manquer leur cible, découvrent une arme qui ne pardonne pas. La confiance dans le blindage s'effrite. Les témoignages évoquent des arrêts brusques, des manœuvres hésitantes, des demandes de reconnaissance accrues. La peur ne vient pas d'une force écrasante, mais de l'incertitude. Le canon n'est pas visible. Il ne se déplace pas. Il attend. Et cette attente devient une menace constante. Enfin, sur le plan moral et idéologique, ce canon met en lumière une faille dans le récit de l'invincibilité allemande. Il rappelle que la supériorité technologique n'est jamais absolue, qu'elle dépend de l'usage, du contexte et de l'humain. Pour certains officiers allemands, ces pertes inattendues sont un avertissement. La guerre ne se résume pas à la vitesse et à la coordination. Elle exige aussi le respect de l'adversaire, même lorsqu'il est jugé dépassé. Ces différents angles convergent vers une même réalité. Une arme isolée peut bouleverser l'équilibre local, mais elle ne peut, seule, compenser les failles d'une stratégie globale. Et c'est précisément lorsque ces limites deviennent évidentes que la situation bascule vers son point de rupture. À mesure que les engagements se multiplient, d'autres dimensions de cette confrontation apparaissent, plus diffuses, mais tout aussi révélatrices de l'impact réel de ce canon sur la guerre menée par les blindés allemands. Du point de vue du commandement allemand, ces pertes causées par des canons antichars français provoquent une tension discrète mais persistante. Les rapports remontant du front évoquent des armes lourdes dissimulées, capables de neutraliser des chars à des distances jugées dangereuses. Ces mentions restent souvent noyées dans le flot des comptes rendus victorieux, mais elles influencent progressivement les ordres transmis aux unités avancées. Il devient impératif de sécuriser les flancs, de faire précéder les blindés par de l'infanterie, de recourir davantage aux pièces d'artillerie pour écraser toute résistance suspecte. Cette adaptation ralentit l'avance, même marginalement, et introduit une prudence inhabituelle dans une doctrine fondée sur l'élan continu. Sur le plan humain, l'effet est encore plus marqué. Les équipages allemands découvrent une forme de vulnérabilité qu'ils n'avaient pas anticipée. Le blindage, jusque-là perçu comme une protection fiable, se révèle conditionnel. La peur ne se manifeste pas toujours par la panique, mais par une vigilance accrue, une tension permanente. Chaque haie, chaque lisière de bois, chaque village silencieux devient une menace potentielle. Le bruit sec du tir du canon de 47 mm, court et sans préavis, s'imprime dans les mémoires. Ce son, plus que l'arme elle-même, devient le symbole d'un danger invisible, impossible à anticiper totalement. D'un point de vue moral, cette confrontation nourrit un paradoxe. D'un côté, elle confirme l'efficacité de la Blitzkrieg à l'échelle stratégique. De l'autre, elle révèle que cette efficacité repose sur une accumulation de succès locaux, chacun fragile et contestable. Chaque Panzer détruit par un canon français rappelle que la victoire allemande n'est pas le fruit d'une supériorité absolue, mais d'une coordination réussie d'éléments parfois vulnérables. Cette prise de conscience ne remet pas en cause l'idéologie dominante, mais elle introduit une nuance, une fissure dans le récit de l'invincibilité mécanique. Pour les soldats français, ces succès isolés ont une portée symbolique profonde. Ils prouvent que l'ennemi peut être arrêté, que la technologie allemande n'est pas invincible. Le canon devient alors plus qu'une arme, il est un témoignage silencieux de compétence et de discipline. Pourtant, cette satisfaction est souvent de courte durée. L'absence de renfort, la pression constante et la rapidité de l'effondrement global transforment ces victoires locales en souvenirs amers.
L'arme qui terrorise les panzers ne peut empêcher la débâcle générale. Enfin, sur le plan idéologique, cette confrontation souligne une vérité récurrente de la guerre moderne. La supériorité ne réside pas uniquement dans la nouveauté ou la réputation. Elle se construit dans l'adéquation entre l'outil, l'homme et le terrain. Le canon de 47 mm, moqué pour sa lourdeur et son apparente obsolescence, incarne cette leçon. Il n'est pas ridicule parce qu'il est dépassé, mais parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'ennemi se fait de la modernité. Ces angles multiples convergent vers un moment inévitable, celui où la répétition des chocs locaux, des pertes inattendues et des ajustements forcés aboutit à un point de bascule. Un instant précis où la certitude allemande vacille, non à l'échelle de la guerre entière, mais dans l'esprit de ceux qui avancent en première ligne. C'est vers ce moment que le récit se dirige désormais. Mais 1940, nord de la France, milieu de matinée, la brume s'est dissipée, laissant place à une lumière dure, presque crue. Les routes sont désormais encombrées de colonnes allemandes qui avancent sans relâche, franchissant villages et carrefours à un rythme qui dépasse les prévisions françaises. La 7e Panzerdivision progresse vite, trop vite, selon certains officiers d'état-major. Mais sur le terrain, l'élan paraît irrésistible. Les ordres sont clairs, ne pas s'arrêter, exploiter chaque rupture, maintenir la pression. C'est précisément cette vitesse qui conduit au point de rupture. Dans un secteur tenu par des unités françaises dispersées, une position anti-char a été préparée à la hâte mais avec méthode. Le canon de 47 mm est installé légèrement en retrait d'un axe routier, dissimulé derrière une légère déclivité du terrain. Les servants ont mesuré les distances. Ils savent à quel moment le flanc des chars sera exposé. Ils ont reçu l'ordre de ne tirer qu'à coup sûr. Autour d'eux, aucun signe de renfort, aucun appui blindé. Seulement l'arme, les obus et le silence. Lorsque les premiers panzers apparaissent, l'avance est confiante. Les chars roulent en colonne, espacés mais déterminés. Les équipages scrutent l'horizon à travers des optiques encore imparfaites. Rien ne bouge. Aucun tir. Aucun obstacle visible. Puis, au moment précis où le char de tête dépasse le point de repère fixé à l'avance, le canon ouvre le feu. L'obus frappe le flanc du panzer avec une précision implacable. Le blindage cède instantanément. Le char s'arrête, obstruant la route. Un second tir suit presque aussitôt, visant un autre véhicule pris de court par l'arrêt brutal de la colonne. En quelques secondes, l'élan est brisé. Les chars derrière hésitent, cherchent à manœuvrer, mais l'espace est réduit. La route, conçue pour l'avance rapide, devient un piège. Les rapports allemands décriront plus tard ces instants comme une surprise totale. Les tirs viennent d'une position invisible, parfaitement choisie. Les obus perforants du 47 mm traversent les blindages à des angles mortels. Les tentatives de riposte sont désordonnées. Les tourelles cherchent la source du feu sans la localiser immédiatement. Chaque seconde passée immobile augmente la vulnérabilité. Ce moment marque un changement subtil mais réel. Pour la première fois depuis le début de l'offensive, une unité blindée allemande se trouve contrainte de reculer localement, non par une contre-attaque massive, mais par une seule pièce bien employée. La doctrine de vitesse se heurte à la réalité du terrain et à la précision d'une arme que l'on croyait marginale. Mais cette réussite tactique, aussi spectaculaire soit-elle, ne peut rester isolée. Les Allemands réagissent rapidement. L'infanterie est déployée. Des tirs d'artillerie sont demandés. La position française, désormais révélée par la fumée et le bruit sec du canon, devient une cible prioritaire. Les servants continuent de tirer tant qu'ils le peuvent, conscients que chaque coup compte, que chaque char détruit retarde l'avance, ne serait-ce que de quelques minutes. Ces minutes, arrachées à la mécanique de la Blitzkrieg, sont le cœur du basculement. Elles montrent que l'avance allemande n'est pas invulnérable, qu'elle peut être stoppée, même brièvement, par une arme jugée dérisoire. Et cette révélation, plus que les pertes matérielles, marque durablement les esprits. Car à cet instant précis, la guerre cesse d'être une démonstration de supériorité ininterrompue. Elle redevient une confrontation incertaine, où chaque mètre gagné peut être contesté. La réaction allemande ne se fait pas attendre, mais elle trahit déjà un changement d'état d'esprit. Les unités d'infanterie reçoivent l'ordre de progresser prudemment, en éventail, fouillant les lisières, les talus, les bâtiments isolés. L'artillerie est sollicitée pour neutraliser toute position suspecte, même sans localisation précise. Cette prudence, inhabituelle dans une phase censée être une percée rapide, ralentit l'avance. Les minutes s'accumulent. Les cartes sont redessinées à la hâte. L'élan est brisé, non par un front solide, mais par la crainte d'un tir invisible. Dans les rapports de la 7e Panzerdivision, certains officiers évoquent explicitement des canons antichars français d'une puissance inattendue. Les pertes subies,
bien que limitées à l'échelle de la division, sont jugées significatives au regard de la rapidité de l'engagement. Un char détruit n'est pas seulement une machine perdue. C'est un équipage hors de combat, une radio réduite au silence, une coordination perturbée. Chaque perte impose une réorganisation immédiate, un temps mort que la doctrine allemande cherche normalement à éviter. Erwin Rommel lui-même, attentif aux enseignements du terrain, tire des conclusions pragmatiques. Il ne remet pas en cause la Blitzkrieg, mais il en affine l'application. Les reconnaissances sont renforcées. L'infanterie devient plus systématiquement associée à l'avance des blindés. Les axes étroits, favorables aux embuscades, sont traités avec une méfiance accrue. Cette adaptation, rapide et efficace, limite l'impact futur de ces canons, mais elle constitue en soi un aveu. L'arme française a imposé un ajustement tactique. Du côté français, la situation se dégrade rapidement. La position anti-char, après avoir infligé des pertes notables, est progressivement encerclée. Les tirs d'artillerie allemands s'abattent sur la zone. Le sol est retourné. Les éclats frappent le bouclier du canon. Les servants continuent de servir la pièce tant que les obus sont disponibles. Mais l'issue est inévitable. Sans soutien, sans possibilité de repli organisé, la position est réduite au silence. Ce moment résume toute l'ambiguïté de la campagne de France. Une supériorité technique locale, incontestable, se heurte à une infériorité stratégique globale. Le canon de 47 mm a rempli sa mission. Il a arrêté l'ennemi. Il a détruit des blindés. Il a semé le doute. Mais il n'a pas été intégré dans un système capable d'exploiter ce succès. Pour les Allemands, l'expérience laisse une trace durable. Elle démontre que la guerre moderne n'est pas un enchaînement automatique de victoires mécaniques. Elle exige une adaptation constante, une vigilance permanente face à des menaces parfois sous-estimées. Le canon français, qualifié de « ridicule » avant la campagne, devient dans les faits une arme respectée, redoutée, mais finalement contournée par une doctrine plus souple. Ce point culminant marque la fin de l'illusion d'une avancée sans coup. À partir de là, chaque progression allemande se fait avec une conscience accrue du danger. La Blitzkrieg continue, mais elle n'est plus aveugle. Et lorsque le fracas immédiat des combats s'apaise, les conséquences de ces affrontements ponctuels commencent à se dessiner, dans les bilans, les rapports et les mémoires. Lorsque les combats se déplacent vers l'ouest et que la campagne de France approche de son dénouement, les traces laissées par ces affrontements locaux deviennent plus visibles dans les chiffres, les rapports et les évaluations d'après-action. Sur le plan matériel, les pertes infligées par les canons anti-chars français restent modestes à l'échelle globale de l'offensive allemande. Quelques dizaines de chars détruits ou immobilisés ici et là, souvent réparables, parfois irrémédiablement perdus. Mais ces chiffres bruts masquent une réalité plus complexe. Chaque char touché par un canon de 47 mm représente un point de rupture dans une chaîne opérationnelle pensée pour fonctionner sans interruption. La destruction d'un Panzer entraîne l'arrêt d'une colonne, la désorganisation temporaire des communications radio et l'exposition accrue des unités suivantes. Dans une guerre fondée sur la continuité de l'effort, ces ruptures locales ont un coût psychologique et tactique disproportionné. Les rapports allemands de la fin de la campagne mentionnent explicitement la dangerosité de certaines pièces anti-chars françaises. Le canon de 47 mm est identifié comme capable de pénétrer les blindages allemands à des distances supérieures à celles initialement estimées. Cette reconnaissance tardive ne change pas l'issue de la campagne, mais elle influence l'analyse rétrospective menée par l'état-major. Les ingénieurs et tacticiens allemands prennent note des caractéristiques de l'arme, de sa précision, de la qualité de ses obus. L'arme n'est plus ignorée, elle est étudiée. Côté français, le bilan est plus amer. Les unités ayant combattu avec ces canons constatent que leurs succès tactiques n'ont pas été exploités. Le manque de mobilité, l'insuffisance des moyens de transmission et l'absence de coordination interarmes ont condamné ces armes à agir de manière isolée. Le canon de 47 mm, aussi efficace soit-il, ne pouvait compenser l'effondrement du commandement, la rapidité de l'encerclement et la perte de l'initiative stratégique. Dans certains cas, des pièces sont abandonnées intactes faute de moyens de traction ou de carburant pour les déplacer. Ces abandons ouvrent un nouveau chapitre inattendu. Les Allemands récupèrent un nombre significatif de canons français après l'armistice. Certains sont testés, d'autres intégrés temporairement dans des unités de seconde ligne ou utilisés pour l'instruction. Rebaptisé selon la nomenclature allemande, le canon devient un objet d'étude, presque un trophée technique. Cette récupération souligne une ironie cruelle. L'arme qui a infligé des pertes au Panzer se retrouve désormais entre les mains de ceux qu'elle avait cherché à arrêter. Sur le plan humain, les conséquences sont durables. Pour les équipages allemands ayant survécu à ces engagements, la mémoire de ces tirs invisibles persiste.
Elle se traduit par une prudence accrue lors des campagnes ultérieures, notamment en Afrique du Nord et sur le front de l'Est, où la menace anti-char devient omniprésente. Pour les soldats français, ces combats laissent un sentiment contradictoire. La fierté d'avoir tenu tête à l'ennemi, mêlée à la frustration de n'avoir pu changer le cours des événements. Ces premières conséquences ne sont qu'un prélude, car au-delà des chiffres et des pertes immédiates, l'expérience acquise par les deux camps va influencer des choix technologiques, doctrinaux et psychologiques qui dépasseront largement la campagne de 1940. À plus long terme, l'héritage de ces affrontements se manifeste moins dans les victoires ou les défaites immédiates que dans les ajustements silencieux qu'ils imposent aux doctrines et aux mentalités. Pour l'Allemagne, la confrontation avec des canons antichars français efficaces accélère une prise de conscience déjà amorcée. Le blindage des Panzers, suffisant en 1939-1940, ne le restera pas indéfiniment. Les ingénieurs tirent les leçons des pénétrations observées. Les chars ultérieurs verront leur protection renforcée, parfois au détriment de la vitesse. Parallèlement, l'accent est mis sur la neutralisation préventive des menaces antichars, coopération accrue entre infanterie et blindés, usage systématique de l'artillerie et de l'aviation pour préparer l'avance. L'arme qui avait surpris devient un facteur intégré dans la planification allemande. Le canon de 47 mm français, quant à lui, poursuit une existence paradoxale. Techniquement supérieur à de nombreuses pièces contemporaines, il demeure le symbole d'un potentiel mal exploité. Les historiens militaires soulignent souvent ce contraste. Une industrie capable de produire des armes performantes, mais un système incapable de les déployer efficacement à grande échelle. Dans cette lecture, le canon n'est ni ridicule ni obsolète. Il est simplement en décalage avec la structure stratégique qui l'entoure. Sur le plan idéologique, cet épisode fragilise un mythe tenace, celui de la supériorité absolue fondée uniquement sur la modernité apparente. La guerre de 1940 démontre que l'efficacité réelle d'une arme dépend de son intégration dans un ensemble cohérent. Le canon français, isolé, est redoutable. Inséré dans un système défaillant, il devient impuissant à infléchir le cours de l'histoire. Cette leçon sera répétée, sous d'autres formes, tout au long du conflit mondial. Pour les soldats qui ont vécu ces combats, la mémoire ne se réduit pas à des statistiques. Elle est faite de sons, d'images, de sensations. Le claquement sec du tir anti-char, l'instant suspendu avant l'impact, la certitude que, pendant quelques secondes, l'ennemi peut être arrêté. Ce souvenir traverse les récits, les témoignages et nourrit une compréhension plus nuancée de la campagne de France, longtemps résumée à une défaite rapide et totale. Ainsi, le canon de 47 mm occupe une place singulière dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il ne change pas l'issue de la campagne. Il ne sauve pas la France de la défaite. Mais il révèle une vérité essentielle. La guerre n'est jamais une démonstration unilatérale. Même dans la débâcle, il existe des moments où la compétence, la préparation et le courage infligent des coups réels à l'arrogance de l'assaillant. Et lorsque les archives se referment sur ces semaines de combat, ce sont souvent ces moments-là qui continuent de résonner, comme un rappel discret mais persistant de ce que la réalité du champ de bataille inflige à toutes les certitudes. Le canon de 47 mm, qualifié de ridicule par certains observateurs allemands avant la campagne, devient dans ce récit un symbole paradoxal. À la fois arme modeste et redoutable, instrument de résistance ponctuelle et miroir de l'échec stratégique global. Son claquement sec résonne encore dans les mémoires, rappelant que la supériorité technologique ne garantit rien lorsqu'elle n'est pas accompagnée de doctrine, de coordination et de volonté. Dans le silence des champs gelés et des villages désertés, le canon parle d'une autre forme de puissance, celle de l'intelligence tactique, de la patience et de l'attention aux détails. Il incarne la capacité d'un petit groupe à infliger des pertes disproportionnées à un adversaire jugé invincible et révèle que la guerre ne se résume jamais aux apparences, aux doctrines ou aux titres. Sur le plan humain, cette arme rappelle aussi l'inégalité entre perception et réalité. Les équipages allemands ont appris à craindre ce que l'on croyait négligeable. Les servants français ont éprouvé la satisfaction fugace d'avoir tenu tête à la machine allemande, même lorsque le destin global de la campagne les dépassait. Le canon devient ainsi un témoin silencieux des limites de l'arrogance et du pouvoir de l'ingéniosité appliquée. Plus largement, cette expérience incarne une leçon intemporelle. La liberté et l'efficacité ne résident pas seulement dans la force brute ou la vitesse de manœuvre, mais dans la capacité à utiliser judicieusement les ressources disponibles, à comprendre le terrain et à exploiter les failles invisibles de l'ennemi. Dans cette perspective, le ridicule, canon français cesse d'être une curiosité technique pour devenir un symbole de la résilience, de l'ingéniosité et de la possibilité, même minime, de résister à l'oppression. Et alors que les canons se taisent,
que la campagne se referme dans les archives et les récits, ce simple tube d'acier, placé dans une ou derrière une déclivité, continue de murmurer une vérité universelle. Dans la guerre, comme dans l'histoire, le pouvoir réel ne réside pas toujours là où le monde le croit.